Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bon vendredi, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, nous accueillons Lydia Guirous. Bonjour, membre du bureau politique des Républicains et fondatrice de Futur au féminin. Vous êtes aussi auteur de Je suis Marianne chez Grasset. Bonjour. Pour vous interviewer aujourd'hui, Lydia Guirous, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour. Lydia Guirous, Manuel Valls reçoit les syndicats étudiants avec comme objectif de les rassurer sur le projet de loi travail. Est-ce que c'est une mission impossible? Est-ce que c'est une mission trop tardive? Je pense que c'est une mission trop tardive, d'autant plus que l'une des priorités durant la campagne de 2012 de François Hollande était censée être la jeunesse. Or, depuis le début de son quinquennat, il n'a strictement rien fait pour la jeunesse, il n'a fait que trahir cette jeunesse. Et aujourd'hui, ils sont dans une opération à rattrapage qui, à mon avis, est vouée à l'échec. Les jeunes n'ont absolument plus confiance en François Hollande, ni en Manuel Valls, ni en ce gouvernement. Il y a eu beaucoup trop de déceptions, beaucoup trop de trahisons. Et aujourd'hui, ils ont bien raison de se révolter et de tourner le dos à ce gouvernement qui ne fait que les trahir. Est-ce qu'ils ont raison de demander le retrait pur et simple du texte ? Non, moi je ne crois pas qu'il faille retirer ce texte. De toute façon, ce texte n'est pas encore définitif. Il passera au Conseil des ministres le 24 mars. C'est encore au stade de projet. On ne connaît pas le texte dans sa version définitive, donc on ne peut pas non plus être dans la précipitation. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez pervers derrière cette utilisation de la jeunesse et qui revient de manière récurrente. Moi-même, quand j'étais étudiante, les jeunes avaient été utilisés par ces organisations étudiantes comme l'UNEF, la Fidèle, qui sont affiliés à la gauche, parfois à la gauche extrême, et qui manipulent une jeunesse qui renvoie dans la rue pour mettre en place un bras de fer avec le gouvernement. Et certains de ces jeunes ne savent même pas pourquoi ils manifestent. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de leur dire, concentrez-vous sur vos cours, concentrez-vous sur vos études. Et c'est la meilleure façon de préserver votre avenir. Il faut cesser de manipuler de cette manière-là les lycéens et les étudiants. Et le saccage de l'université de Bordeaux est scandaleuse. Et l'UNEF, la Fidèle et les autres organisations jouent, à mon sens, un jeu dangereux avec cette manipulation des jeunes. Lydia Guirous, encore une question sur ce texte. Le Premier ministre semble vouloir surtaxer les CDD pour obliger les patrons à embaucher en CDI. Est-ce que c'est une mesure potentiellement anti-jeunes quand on sait que le CDD, c'est la porte d'entrée dans l'entreprise? C'est une mesure qui est aberrante. Le CDD est déjà surtaxé, entre 4,5% et 7%. Le surtaxer davantage ne permettra pas de créer davantage de CDI, ni davantage de CDD. La seule conséquence, ça sera de limiter le nombre de CDD et donc d'embauche, et donc d'être encore un frein à l'embauche des jeunes. Aujourd'hui, le CDI est devenu quasiment inaccessible. Plus de 80% des contrats sont des CDD. Et je crois que cette mesure de surtaxer encore plus les CDI est absolument aberrante. Oui. Les CDD est absolument aberrante. Nathalie Kosciusko-Morizet a déclaré hier, les jeunes n'auront plus jamais accès au CDI. Le CDD, c'est l'avenir. Le travail, ça sera ça? Ça passera uniquement par le CDD? Moi, je crois qu'il faut arrêter cette course aux mesures ultra-libérales dans ma famille politique. Les jeunes ont aussi le droit de connaître un marché de l'emploi comme celui qu'ont connu. Dans votre... Oui, enfin voilà, à la fin. Non, le CDI, c'est quand même un contrat qui permet aussi de se construire un avenir de manière assez sereine, de sortir de la précarité. Et c'est vrai que c'est devenu quasiment inaccessible pour les jeunes, mais ça doit rester, on doit se battre pour que ces contrats-là existent de manière plus importante, et la jeunesse ne doit pas être condamnée à des petits contrats qui ne permettent pas de se construire un avenir, qui ne permettent pas de décrocher un logement. Aller trouver une location avec un CDD, c'est extrêmement difficile. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet, une ultra-libérale? Je pense qu'elle fait une erreur, et je pense que là, elle est dans une course à la mesure la plus ultra-libérale, et ça ne va pas dans le bon sens, à mon avis. Mais Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans, n'a pas parlé aux jeunes non plus.
Si Nicolas Sarkozy a parlé aux jeunes, je crois que la déception aujourd'hui est plus forte contre François Hollande. Les bourses au mérite ont été supprimées. C'était les grands oubliés du quinquennat Sarkozy, les jeunes. Je pense que c'est plutôt les grands oubliés du quinquennat de François Hollande. Et il le démontre aujourd'hui encore. Lydia Guirousse, quand Nicolas Sarkozy se dit favorable à la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires dans un célèbre journal de l'après-midi, c'était hier, dans Le Monde, vous lui répondez quoi ? Je pense qu'il faut préciser de quelle manière il compte supprimer ces 300 000 postes de fonctionnaires, dans quelle fonction publique. À mon sens, si la suppression de ces fonctionnaires vient dans le cadre de du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, là, on peut être d'accord. Si c'est dans la fonction publique territoriale, alors je le rejoindrai parce que je pense que la fonction publique territoriale est une fonction publique où il y a quelques abus et où parfois le népotisme domine. Mais je crois qu'il faut sanctuariser la fonction publique d'État, notamment, je pense, à la police, à la justice, à l'éducation, et également la fonction publique hospitalière qu'il faut protéger, car nous avons besoin des hôpitaux publics. Il y a trop de fonctionnaires territoriaux. Michaël Zamès. Je pense que ça va être une voie d'économie importante parce que nous pouvons optimiser effectivement la présence de fonctionnaires territoriaux, mais il y a d'autres. C'est pas une mesure ultralibérale, non, c'est pas ultralibéral, c'est une mesure d'optimisation des ressources et je pense qu'il y a d'autres voies également d'économie. Je pense qu'il faut supprimer de nombreux comités Théodule. Je crois que le Conseil économique, social, environnemental dans les régions doivent être supprimés. Il y a énormément de personnes qui sont dans ces assemblées et qui ne servent strictement à rien, qui font des rapports qu'on ne lit même pas. Ça, c'est une voie également de Est-ce que quand même, quand on lit Nicolas Sarkozy dans Le Monde hier, on se dit, est-ce que finalement le fonctionnaire n'est pas un peu le bouc émissaire des maux de la société, quoi. Je le refuse et d'ailleurs j'ai fait une tribune à ce sujet que j'ai publiée dans Libération qui disait qu'il fallait arrêter de taper sur la fonction publique. La fonction publique a un rôle extrêmement important en France. Je rappelle quand même que... Il faut arrêter de taper dessus, mais vous êtes quand même pour la suppression d'un certain nombre de postes. Oui, parce qu'il y a des voies d'économie, il y a aussi des voies d'optimisation que l'on peut emprunter. Et je vous ai parlé de la fonction publique territoriale, le millefeuille administratif, les communautés d'agglo, les inter... Enfin, il y a tellement de structures et je crois qu'on peut véritablement optimiser et gagner en efficacité dans la fonction publique territoriale. Michaël Zamès. Autre exemple, Bruno Le Maire, lui, il a démissionné de la haute fonction publique, il en a fait son cheval de bataille. Il veut mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique. C'est courageux ? Je crois qu'il y a une partie qui est assez populiste dans la déclaration de Bruno Le Maire, de démissionner de la fonction publique quand on est élu depuis longtemps, quand on a été ministre, quand on a des revenus garantis. Tout le monde n'a pas de patrimoine et une fortune personnelle pour se permettre de démissionner de la fonction publique. Vous savez, être dans la fonction publique, on peut être élu et ne plus l'être le coup d'après. Qu'est-ce qu'on devient ? Il n'y a pas de statut de l'élu aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas toutes ces garanties et la démission de la fonction publique. C'est un petit peu dans l'air du temps, mais peut-être il aurait fallu qu'il le fasse beaucoup plus tôt. Lydia Guirousse, vous êtes toujours membre du bureau politique des Républicains. Que faites-vous dans ce parti ? Quelle est votre marge de manœuvre au fond ? Qu'est-ce que je fais dans ce parti ? Ce parti est le parti pour lequel je me bats parce que on dit que vous avez refusé d'être secrétaire général adjoint à la formation et délégué aux nouveaux adhérents, c'est vrai ? Je n'ai pas. Voilà, on m'a fait une proposition. Début janvier, l'équipe a été modifiée. Les 2 porte-paroles ont été remplacés par 4 nouveaux porte-paroles et je n'ai pas souhaité poursuivre dans l'équipe de direction. C'est une décision qui m'appartient et je n'ai pas souhaité poursuivre parce que il y a certaines orientations qui ne m'ont pas plu et à 31 ans, j'estime que j'ai le droit de prendre mes décisions et de ne me laisser embarquer dans une voie qui n'est pas la mienne. Ce que je fais, c'est que je poursuis au sein des Républicains. Je suis membre du bureau politique où l'on décide de la ligne politique du parti. Je poursuis pour défendre mes idées. J'ai une vision républicaine intransigeante, notamment sur les questions de lutte contre le communautarisme et de laïcité. On va y venir. Et donc, je
je continue et je saurai me décider également pour la primaire. Je prendrai position. Vous prendrez, vous avez pris déjà? Vous savez qui vous allez soutenir? Je prendrai cette décision prochainement et je l'exprimerai, oui, dans les mois à venir. Je ne me précipite pas. Mais vous m'entendrez. Vous êtes toujours pro ou anti-Sarkozy aujourd'hui, après votre éviction? Oh, mais on ne doit pas se déterminer comme pro ou anti-Sarkozy. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. J'ai énormément de reconnaissance pour ce qu'il m'a permis de faire également, parce que c'est lui qui m'a permis d'émerger politiquement. Mais je ne fais pas partie de cette caste de politiques qui sont des courtisans. Je n'ai jamais été Lydia Guirouz, est-ce que la ligne de Nicolas Sarkozy... Je ne suis pas une fan. On peut avoir des divergences d'opinion et quand on respecte véritablement quelqu'un, on lui exprime ses divergences d'opinion. Et je me répète, est-ce que la ligne prônée par Nicolas Sarkozy est la vôtre aujourd'hui? Je ne peux pas vous donner de réponse précise parce qu'il y a différents sujets, différentes thématiques qu'il faut balayer et nous rejoignons sur certaines et nous divergeons sur d'autres. Donc peut-être qu'il faudra consacrer une émission et balayer l'ensemble des thématiques et des propositions de Nicolas Sarkozy pour que je puisse vous répondre précisément. Ouais, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec tout ce qu'il veut et tout ce qu'il dit aujourd'hui. On peut être d'accord avec personne sur tout. Voilà, enfin c'est juste quand on a des personnalités, on a des convictions, on a des parcours. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a forcément. La ligne d'Alain Juppé, vous êtes plutôt Juppé compatible? Il faut voir sur quelle thématique. Il faut voir. Donc, faut tout voir. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, il faut tout regarder. Vous prononcerez plutôt sur des personnalités concernant les primaires ou plutôt sur des programmes? Sur des programmes. Je pense que c'est ce qu'attendent les Français. Ça ne doit pas être... C'est la rencontre d'un homme avec le peuple en même temps, l'élection présidentielle. Bien sûr, mais c'est aujourd'hui, je crois qu'il y a une véritable demande aussi de la part des Français, c'est d'avoir des personnalités qui ont de véritables propositions, mais des propositions qu'ils sauront tenir durant les 5 ans de leur quinquennat. Dites-moi, Nathalie Kosciusko-Morizet, dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle a, selon vous, les épaules pour être candidate, voire être présidente de la République un jour? Alors pour le moment, Puisque c'est une femme, vous partagez forcément quelque chose en plus avec elle. Oui, enfin moi je me détermine pas comme femme, homme ou jeune. Je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet a de nombreuses qualités et elle fait preuve d'énormément de détermination. Mais pour l'heure actuelle, enfin pour le moment, certains peuvent prétendre à être ministres, certains peuvent prétendre à être Premier ministre et certains, beaucoup moins, peuvent prétendre à être président de la République. C'est grave, Michaël Zamès, candidate? Je crois que ça ne doit pas se décider en termes de femmes ou d'hommes. Il faut que les femmes qui veulent devenir candidates réussissent à avoir ces parrainages de parlementaires et on ne doit pas les obtenir en allant les quémander à un homme parce que la dignité d'une femme politique, c'est aussi de construire son parcours et d'y arriver comme les autres. Christophe Bordet. Lydia Guirouz, vous venez d'écrire « Je suis Marianne », donc chez Grasset. Dans votre livre, finalement, vous demandez quoi ? Dans mon livre, je demande à ce que les politiques fassent enfin preuve de courage, ouvrent véritablement les yeux sur des sujets qui sont très importants et je pense qu'ils seront au cœur de la campagne de 2017, c'est-à-dire la lutte contre le communautarisme islamique qui est le terreau fertile de la radicalisation, c'est-à-dire la lutte Aujourd'hui, cette lutte n'existe pas. Cette lutte n'existe pas. La majorité des politiques sont dans une espèce de lâcheté, de couardise, refusent de nommer les choses et refusent après, pour ceux qui nomment, d'agir. Défense de la laïcité, une laïcité qui n'est pas une laïcité à deux vitesses, mais une laïcité intègre et intransigeante. Et puis surtout, permettre de relever la France, parce que la France aujourd'hui est comme une femme battue. Elle rase les murs, elle a l'impression d'être coupable alors qu'elle est victime. Elle prend les coups sans réagir et je voudrais que cette France se relève et soit fière de ses valeurs. Est-ce que vous soutenez toujours cette idée développée par Christian Estrosi de 5e colonne en France, c'est-à-dire des Français qui tueraient d'autres Français, menace de l'intérieur. Je pense que apparaître dans un aveuglement volontaire, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui en France ou en Belgique, il n'y a pas de personnes qui sont des ennemis de l'intérieur. Oui, effectivement, il y a des Français nés en France qui ont pour ennemi la France et d'autres Français parce que notre mode de vie est celui qui est, parce que nos valeurs sont celles que nous avons, liberté, égalité, fraternité, laïcité
et mixité, égalité homme-femme. Et donc effectivement, il y a des personnes sur notre territoire, nées dans notre France, qui haïssent la France et les autres Français. Est-ce que vous avez lu le livre de Michel Onfray, Penser l'islam? Pas encore, non. Il propose un contrat social avec l'islam en France pour un islam de France. Alors, dans mon livre, je propose effectivement des axes pour pouvoir rénover l'islam. Je pense que l'islam de France viendra aussi de cette capacité qu'auront les responsables religieux de faire espèce de nettoyage en fait, parce qu'il faut aujourd'hui que l'islam entre dans la modernité. C'est ce que vous dites. Il faut un espèce de nettoyage dans le texte. Il faut que l'islam rentre dans une modernité et elle est à la croisée des chemins. C'est le Moyen-Âge où ils entrent de plein pied dans le 21e siècle. Et en France, il y a des choses que tout musulman peut mettre de côté pour pouvoir être compatible avec la République et les valeurs de la République. Je crois que le port du foulard, par exemple, n'est pas forcément quelque chose de très important quand on est une femme musulmane, et que s'il faut le retirer pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller chercher, accompagner ses enfants lors des sorties scolaires ou aller à l'université, il faut pouvoir le faire parce que c'est un acte qui démontrera son attachement à la République et un pas vers la France. Lydia Guirous, une petite question personnelle. Dans le futur, vous voyez plus écrivain, femme politique, c'est quoi Je crois que je peux me voir comme femme politique et écrivain. Je ne renoncerai ni à l'un ni à l'autre. Merci Lydia Guirous, vous êtes vous. membre du bureau politique des Républicains, fondatrice de Futur au féminin, d'avoir été l'invitée de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes dans un instant. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille André Crétenant de TV5 Monde. Bonjour André. Et Denis Jambard de Nice Matin. Bonjour Cyril. Denis. On commence avec le projet de loi travail. François Hollande rentre en scène. Déplacement en Seine-et-Marne hier. Emmanuel Valls reçoit les syndicats étudiants à Matignon. Est-ce trop tard? Lydia Guirous, qui était notre invitée, semble dire que c'est bien tard. Écoutez, ce qui est bien tard, c'est la présentation du projet dans le déroulement du quinquennat. Pourquoi présenter un projet qui est quand même assez difficile à faire passer, on le voit. De toute façon, tout projet de ce type, qu'il soit présenté par la gauche ou par la droite, soulève des contestations, y compris dans la jeunesse, parce que ça exprime l'inquiétude de cette jeunesse face à son avenir. Eh bien, il était trop tard pour présenter ce projet. Et c'est ça qui est difficile à comprendre dans la démarche du chef de l'État et du Premier ministre. Comment c'est perçu, André Crétenant, par les Français de l'étranger, les antennes de la France à l'extérieur, ce décalage, au fond, que décrit Denis Jambard? Souvent, ils sont dans des aventures personnelles qui sont très différentes, donc ils voient ça de manière assez lointaine, notamment, je dirais, sur les détails de la loi. Mais j'aimerais revenir en tout cas sur un des points qui a été soulevé par Lydia Guirous, c'est-à-dire la jeunesse. Je pense qu'effectivement, c'est un point important. Toute la campagne de François Hollande s'est faite aussi sur la question de la jeunesse, de ce qu'il fallait faire, notamment en termes d'emploi. Donc c'est un point très important. Et vous avez vu déjà que dans les discours de François Hollande ces derniers jours, il parle beaucoup de cette jeunesse. Il essaye effectivement de faire en sorte de trouver un compromis avec cette jeunesse. Il n'y a rien de plus terrible que de voir les jeunes descendre dans la rue et contester très fortement. Mais précisément sur ces contrats de travail, sur la loi sur le travail, ce CDD, oui, qui risque d'être plus taxé. Comment les Français de l'étranger, qui au fond vivent des types de contrats de travail très différents, le perçoivent, ils comprennent? Ils sont dans des systèmes très différents, souvent des systèmes beaucoup plus libéraux, mais encore une fois, ils sont dans des aventures personnelles, entrepreneuriales, qui fait qu'effectivement ils ne comptent pas nécessairement leurs heures, et donc du coup ils sont assez éloignés de ce débat. Mais en ce qui concerne les 35 heures, je pense que pour la France, c'est plus qu'une question de taxation, une question de détail. Je pense que c'est un vrai choix de société. Les 35 heures en France sont un choix de société. C'est pas une question de gauche ou de droite. Je crois que c'est un choix absolument... On en parlait juste avant d'entrer sur le plateau, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir dans des manifestations de jeunes, les voir s'interroger, sur les heures de travail qu'ils vont avoir et sur l'âge de la retraite. Donc c'est vrai que ça pose une vraie question de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur propose nous? C'est nous qui les avons mis dans cette situation-là. Lydia Guirous a dit ce matin, il ferait mieux d'être au front, de faire leurs études plutôt qu'aller manifester, en gros, c'est ce qu'elle a dit. Écoutez, la jeunesse a toujours manifesté et c'est aussi parfois
derrière des revendications qui paraissent paradoxales, l'expression d'un appétit, mais une volonté d'avenir. Ils savent ce qu'ils font. Mais moi, si vous voulez, je ne les accable pas. C'est quel modèle nous leur avons proposé. Quel modèle, depuis 40 ans, on propose à ces jeunes. En réalité, ce pays vit depuis, disons, 35 ans dans le chômage de masse. Et donc, on ne leur offre aucune perspective enthousiasmante. Ça fait 30 ans que nous n'avons pas un président de la République qui arrive. Parce que Nicolas Sarkozy n'avait pas parlé non plus aux jeunes tellement pendant 5 ans. Non, mais bien sûr. Mais écoutez, il ne s'agit pas de leur parler. Il s'agit de leur démontrer qu'ils ont un avenir. Il s'agit d'ouvrir des perspectives dans ce pays. Et c'est vrai que le chef de l'État, comme le rappelait André, a construit son quinquennat sur la jeunesse. Et quel est le bilan du chef de l'État à maintenant 1 an de l'élection présidentielle? Sur cette question-là, des jeunes dans la rue qui ne comprennent plus rien à ce qu'on leur propose. André Quatennens. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas se dire étudiant yan-yan. Hein. Je vois ce qui est un petit peu le discours de Lydia Guirouz tout à l'heure. Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, ils sont engagés. On peut sourire sur le fait qu'ils s'inquiètent sur le nombre d'heures qu'ils vont travailler plus tard, alors même qu'ils n'ont pas commencé leur vie active. Ils avaient manifesté aussi contre l'âge de la retraite. Mais d'un autre côté, ils montrent bien qu'ils sont engagés dans ce débat politique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Deuxième thème qui a été abordé, ce sont les primaires. Elle a refusé pour l'instant de se prononcer pour un candidat, mais elle a dit qu'elle se préoccuperait des programmes de ces candidats et moins de leur personnalité. Alors Nicolas Sarkozy a failli annoncer sa candidature aux primaires hier à Lyon. Denis Jean-Bart, il allait dédicacer La France pour la vie, donc son dernier livre, et répondant à un chef d'entreprise qui lui a dit « J'ai voté pour vous en 2007 avec enthousiasme. J'ai voté pour vous en 2012 par devoir. » Il a répondu, Nicolas Sarkozy, « Il va falloir que je me rattrape pour la 3e fois. » Alors il est candidat. Vous en doutiez? Écoutez, on sait très bien qu'il va être candidat à la primaire. Simplement, il essaie de choisir le bon moment dans son calendrier. Mais c'est une bonne chose, comme ça, d'entretenir un faux suspense. Voilà, écoutez, ça fait partie de la tradition politique. Moi, je trouve ça un peu ridicule. C'est, à mes yeux, de la vieille politique. C'est-à-dire, on n'a qu'à abattre ses cartes. C'est pas la politique autrement. Voilà, mais je me présenterai officiellement. Parce que le problème, c'est que s'il se présente officiellement aujourd'hui, il est obligé de quitter la direction du parti, la présidence du parti. Or, je pense qu'il a encore quelques boulons à serrer à l'intérieur du parti pour être sûr que les militants, au moment de la primaire, soient à sa disposition et pas à la disposition de ses rivaux. André Quatennens. Oui, c'est une question de moment, mais je pense que l'enjeu est ailleurs parce qu'on sent bien dans la société française qu'il y a une attente d'un personnage nouveau, d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle qu'on ne voit pas. Le problème, André, que ça fait 30 ans qu'on dit ça à chaque élection. Et non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ces 5 dernières années, le débat politique a évolué de manière plus générale en Europe. C'est-à-dire qu'on voit... En Europe, mais je ne pense pas que la France va échapper complètement à ce phénomène de rajeunissement quand même des élites politiques, à un moment donné. Donc voilà, mais le problème, c'est que nous, il y a une professionnalisation de la vie politique que vous n'avez pas dans les autres pays. Et ce n'est pas vraiment le cas aux États-Unis. Voilà, mais avec Hillary Clinton, qui a été secrétaire d'État, première dame, et Donald Trump qui est là depuis longtemps. Non, mais la question, elle n'est pas posée à la vie politique, elle est posée aux Français. Sont-ils capables de renverser la table? Ils l'avaient fait d'ailleurs en 1974 avec Giscard, bien que Giscard avait déjà 20 ans de vie politique derrière lui. Je voudrais passer à un sujet de politique internationale, puisque Barack Obama a accablé Nicolas Sarkozy à propos de la Libye dans une interview Fleuve Asie-Atlantique hier. Il parle de désordre, entre guillemets, il parle de merdier. Oui, Barack Obama n'est pas nécessairement le mieux placé pour donner des leçons en ce qui concerne les interventions militaires. Il se justifie en fin de mandat. D'une certaine façon, il se justifie. C'est une des choses qu'on lui reproche. Il ne faut pas oublier une chose, évidemment, que c'est ce qu'on lui reproche le plus. C'est ce que Trump lui reproche le plus, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Amérique s'est un peu retirée, que ce n'est plus l'Amérique forte. C'est là-dessus que précisément Trump fait campagne. Donc je pense qu'il essaye un petit peu de corriger. C'est dur quand même entre dirigeants de la planète qui étaient dans une coalition. Alors il faut dire qu'il a été dur aussi pour Cameron. Hein. Il a scotché les deux dans son... Enfin, nous, on retient que pour nous. Voilà, on retient ce qu'il a dit de Nicolas Sarkozy. C'est pas étonnant un peu quand on connaît la personnalité de Nicolas Sarkozy. En même temps, il s'est quand même beaucoup engagé. Ce qu'il dit, c'est que la France n'a pas été assez présente dans l'opération militaire. En revanche, Nicolas Sarkozy a beaucoup
poussé à cette intervention. Mais on pourrait dire aussi que Barack Obama a abandonné la France à la Juppé sur la Syrie à 3 jours d'une intervention. Voilà. Donc on peut lui retourner le reproche. Absolument. André Crottenand, Oui, je pensais à la même chose. Et je me souviens de Jacques Chirac, avec qui j'avais une discussion sur l'intervention de Bush en Irak. Il m'avait dit, vous savez, le problème avec les Américains, c'est qu'ils bombardent, on doit se concerter, mais ils bombardent avant et on se concerte après. On regarde la une de Nice Matin de Denis Jambard, en danger avec... Oui, c'est une question sur la sécurité dans les immeubles et les concierges d'immeubles et la multiplication. Les concierges. Voilà. Merci Denis Jambard, merci André Crottenand de TV5 Monde, Denis Jambard de Nice Matin. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale d'infos depuis Montpellier avec Carole Delga et ce à 7h30. Merci à tous et à lundi matin.